Nous avons tenté de décrypter avec nos premiers invités comment les adolescents réagissent au contexte actuel. Nous allons maintenant nous interroger sur la manière dont l'ado du 21e siècle se construit et construit ses cercles d'amis, comment il s'occupe ou s'ennuie, quelles aspirations personnelles et professionnelles il nourrit et par ailleurs ce qu'il met en place pour donner corps à son engagement. Pour tenter de répondre à toutes ces questions, j'aurai le plaisir d'échanger avec 4 personnes dont vous, Nadine Weber, vous êtes référente point accueil écoute jeune. À vos côtés, un visage qu'on connaît maintenant, c'est Quentin Brier, coordinateur à la MDA de la Meuse, de la Maison des Adolescents bien sûr. Et face à nous, la jeune génération pour cette émission avec Pauline et Léontine. Et vous êtes porte-parole des élèves du lycée Jean-Auguste Marguerite de Verdun. Voilà, et porte-parole, ça veut dire quoi? Vous avez été missionné pour venir enregistrer avec nous Exactement, on a été choisi par notre CPE référente et notre principale pour venir échanger avec vous avec plaisir. Voilà. Bon, on est heureux d'avoir votre point de vue et votre regard. On va peut-être d'ailleurs vous poser la première question. Je vais peut-être vous la poser un peu à toutes les deux. On va rentrer un petit peu dans le vif du sujet tout de suite. J'ai envie de dire qu'on va aller peut-être dans le dur, entre guillemets. On a vu sur précédemment le premier plateau qu'on a effectué ensemble, toutes les raisons qu'ont les jeunes de trouver le contexte actuel un petit peu pesant, parfois anxiogène. Comment ils se positionnent selon vous les jeunes aujourd'hui en 2022, les adolescents, les post-adolescents, les pré-adolescents, comment ils se positionnent? Est-ce qu'ils vous paraissent défaitistes ou alors dans la résistance? Vous déjà, quel est votre point de vue à toutes les deux par rapport à ça? Quel est votre sentiment et votre positionnement? Moi, personnellement, j'essaye de pas du tout être défaitiste, d'être au contraire plutôt idéaliste et confiante dans le futur, parce que sinon c'est très compliqué d'avancer. Et nous, en tant que jeunes, d'imaginer notre avenir avec un futur sombre. Et c'est pour ça que j'essaie, dans le quotidien, de résister à ma manière sur des questions comme l'écologie, qui nous touche personnellement beaucoup en tant que jeunes, particulièrement nous, parce qu'on le sait, on est confrontés à cette question sur notre avenir, sur le devenir de notre avenir. Et voilà, on sait que de nombreuses personnes ont été pendant longtemps climato-sceptiques. Bon, maintenant, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une vraie priorité. Oui, on est d'accord. Maintenant, c'est vrai que c'est sur la mise en œuvre qu'on a quelques discordances. Et avec le lycée, avec les acteurs du lycée et tous les élèves du lycée, on essaie d'insuffler une démarche éco-responsable. Et également, en dehors de l'écologie, tout ce qui va être contexte un peu géopolitique, les droits humains, c'est aussi un sujet qui nous intéresse en tant que jeunes et dont on est particulièrement touchés. Et on a créé dans notre lycée, depuis 1 an, une antenne jeune de l'association Amnesty International. Voilà. Pas mal cette jeune génération. Ça fait pas mal d'engagement. Léontine, défaitiste ou pas? Je sais pas trop où me placer. Mais elle a dit plein réaliste de choses qui sont alors, bien. tu dirais? Je me permets le tutoiement. Sincèrement, je ne sais pas trop où me placer. Et je ne sais pas quoi répondre sur le coup. Quentin? Déjà, j'ai la pression parce qu'en termes d'engagement, si je fais un peu le bilan de mes engagements de l'époque, il y en avait beaucoup moins. C'était autre chose. Je ne savais pas que j'étais climato-sceptique, mais on était peut-être moins sensible à cette question-là. Maintenant, par rapport à la question, je pense déjà, par essence, l'être humain a besoin de se sentir appartenir et de contribuer à son environnement et tout. Je pense qu'il n'y a pu prouver grand-chose par rapport à ça et qu'on doit pousser les adolescents à trouver leurs engagements. Ça va être des engagements à différents niveaux. Alors, c'est vrai que là, sur des causes comme l'écologie, comme la géopo et tout, c'est des choses qui sont quand même assez importantes, mais même des petits engagements auprès d'associations de foot, des choses comme ça, ça peut être intéressant pour les adolescents de se lancer dans ce genre de choses. Et je pense que nous, en tant qu'adultes référents, on doit pouvoir susciter cette envie et cet engagement-là. Parce qu'il y a l'engagement, je me tourne vers vous Nadine, il y a l'engagement, pour le coup, plutôt politique, on va dire, sur des sujets de société qui sont évidemment importants, mais l'engagement, ça peut être aussi citoyen, j'allais dire tout bêtement entre guillemets.
dès lors qu'on fait une démarche de s'insérer dans un projet collectif, ça peut être ça. Oui, tout à fait. Le fait, effectivement, de s'insérer, de se projeter, d'apporter ses idées, d'aller dans le dialogue et dans l'échange, c'est déjà quelque chose qui est très important. Et c'est justement quand les jeunes ne s'expriment pas, quand les jeunes se replient sur eux-mêmes, que moi, professionnellement, ça m'interpelle. Et je préfère il est préférable que les jeunes puissent s'exprimer, quelle que soit la manière, plutôt que d'être dans le silence et dans le repli sur soi. Mais alors ça se matérialise comment cet engagement-là pour ceux qui choisissent justement de faire entendre leur voix, ça se passe comment? Par les réseaux sociaux qui ont remplacé un peu ce que nous, je dis nous, voilà, une génération avant la vôtre, nous... Je fais le deuil de ma jeunesse. Oui, voilà, il y a quelques temps déjà. En même temps que celui des cheveux. On allait dans des bars, on discutait de longues conversations, je sais pas, je dis n'importe quoi, dans des abribus, dans les endroits où on pouvait se rencontrer. Vous, ça se passe comment? Ce sont les réseaux sociaux qui est le point de commencement un petit peu? Personnellement, oui, ça peut être. On sait que les réseaux sociaux engagent de nouveaux sujets sur de nouvelles thématiques, particulièrement tout ce qui est... la cause LGBT, la cause écologique, féministe, et c'est vraiment une ouverture sur le monde, les réseaux sociaux. C'est un point de départ. On peut aussi participer sur Twitter. On sait que c'est un média où on participe beaucoup, on donne beaucoup notre avis sur plein de sujets différents. Mais ça reste un point de départ. Ça fait pas tout. C'est sûr que débattre oralement est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile que par les réseaux sociaux. Et ça peut permettre justement d'ouvrir de nouveaux sujets, d'organiser. Moi, je sais que tout ce qui est manifestation, engagement, création d'événements, ça se fait beaucoup sur les réseaux sociaux et ça permet d'organiser aussi grâce à ça. Toutes les pétitions aussi, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. C'est la porte d'entrée en fait finalement. C'est la place du village en fait. La nouvelle place du village. C'était intéressant la comparaison avec l'abribus. Moi je pense que c'est réellement un endroit où il fait bon, il y a de la lumière et puis on peut y rester tard sans se faire disputer. La place du marché ou la place du village. Donc, Puis forcément, il n'y a pas forcément d'abribus dans tous les villages. Hein, oui. Voilà. Donc là on a un lieu, on est bien. Voilà. Et puis c'est un lieu sans adultes aussi. Et je pense que ça c'est important parce que tout le monde dit, alors je vais peut-être me faire, on va peut-être parler des premières du net, mais du coup dans notre épisode, mais je pense que c'est important que les adolescents puissent avoir aussi, puis les jeunes, avoir leur espace où ils peuvent transgresser, où ils peuvent être peut-être un peu dans l'extrême aussi par rapport à certains sujets. Parce qu'il y a un moment donné aussi, il faut qu'ils puissent aussi tester ce genre de posture. Et, je pense que c'est important que les adultes soient un peu à distance, quoi. On parle d'engagement, qui dit engagement dit politique, dit aussi monde politique. Là, on aborde un autre point et un autre univers. Nadine, est-ce qu'on peut parler, selon vous, de défiance de la part des jeunes vis-à-vis de cet univers, ce qui se matérialise dans effectivement ce taux d'abstention qui est toujours très élevé, élection après élection? Défiance ou méfiance? Les deux. Voilà, parce que c'est vrai que le regard se porte sur l'engagement politique des jeunes, mais je crois qu'on peut se poser la question sur la société en général, parce qu'on peut constater qu'il y a un désintérêt du monde politique, des adultes également. Ce ne sont pas que les jeunes qui se posent des questions, qui s'interrogent par rapport à la politique. Combien d'adultes ne sont pas allés voter là dernièrement? Combien d'adultes ne vont plus voter alors que quand ils étaient jeunes, ils étaient engagés politiquement? De plus en plus, les déceptions, ce que les médias peuvent montrer, font douter les gens, quel que soit leur âge, je pense. Alors s'il y a une défiance ou une méfiance vis-à-vis de la politique, est-ce que le milieu associatif peut être un peu un palliatif, une manière justement de prendre un engagement, de prendre un engagement, oui, voilà, par exemple, pas forcément politique, voilà. Mais de prendre un engagement, de mettre en place des projets, de se faire entendre, oui, effectivement. Le monde associatif joue son rôle, ses missions par ce biais-là, bien évidemment, auprès des jeunes. Alors, vous avez évoqué effectivement cet engagement. Rappelez-nous, précisez-nous concrètement ce que vous faites au niveau du lycée. Amnesty International ?
Oui. Alors, Amnesty International, je pense c'est une ONG assez connue. C'est le soutien des droits de l'homme. C'est alors comment la défense des droits individuels. Exactement. Et c'est intéressant aujourd'hui de voir des associations qui se tournent particulièrement vers les jeunes. Je pense que ça a été le cas à un moment de voir que les associations se prenaient de l'âge, en tout cas des adhérents de plus en plus. Et on voit vraiment une mouvance de toutes les associations avec le Rotary Club et le Lions Club, c'est ça, qui ont aussi, eux, des antennes à leur manière qui s'appellent, je ne sais plus exactement, Léon et... Les Léo et les Rotary. Oui, ça c'est pour les plus jeunes. Oui, il y a des Léo et des Rotary. Pour expliquer, c'est une version jeune. Oui. Ouais. Enfin, version, manière de parler. Au Rotary, il y a comme c'est une ancienne association et la population elle vieillit aussi, mais il y a de nouvelles personnes, de nouveaux adhérents qui rentrent, qui sont plus jeunes. Mais on va dire que les plus jeunes, je sais pas, j'ai juste un exemple, c'est 35 ans. Et donc il y a des, on va dire la même association, mais qui a fait un club pour plus jeunes et qui s'investissent plus dans peut-être d'autres actions, mais qui font le même principe, qui sont là pour aider, qui font des dons, qui font des collectes, dans le principe qui reprennent le principe de base, mais avec des personnes plus jeunes. Qui sont en phase avec leur âge. Plus en phase avec de plus jeunes générations. Oui. Donc les engagements peuvent être pris dans le lycée, en dehors, en tout cas, voilà, on voit... Les deux versants. On a parlé un petit peu du milieu associatif, on a parlé de la politique, on a parlé du contexte global en 2022. Si l'on parle et si on évoque maintenant la culture dans le développement identitaire des jeunes, on en a parlé un petit peu pour préparer cette émission. Est-ce qu'il y a encore de grands personnages de romans comme ça qui peuvent vous inspirer, auxquels vous pouvez vous identifier ou sans vouloir non plus être trop caricatural, c'est plutôt les influenceurs, des personnalités ici de YouTube aujourd'hui qui tiennent un peu le haut du pavé. Je pense que comme chez les adultes, la culture de chacun est propre. Et je sais que justement, à l'ère des réseaux sociaux, de la télé, de la radio qui date de longtemps, mais ça joue, on a une ouverture de la culture sur toute celle du monde entier. On parlait tout à l'heure de la culture japonaise. Ça, je sais qu'il y a vraiment un essor de ça parmi les jeunes et depuis quelques années. Chez Quentin aussi, apparemment. C'est surtout celui de mes collègues, mais il m'empoisonne un peu. Et puis, oui, voilà, ça nous permet de nous ouvrir à d'autres cultures. Il y a encore les romans, il ne faut pas le croire, mais l'école nous donne encore ce cadre et on est obligé, mais avec plaisir, à lire ce genre de romans. Et c'est vrai que la télé-réalité, YouTube, forcément, joue un rôle chez certaines personnes plus que d'autres. J'ai des amis qui sont fans de télé-réalité et il y a d'autres personnes comme moi qui en regardent pas et en comprennent pas forcément l'intérêt. Ouais. Mais... On peut aussi regarder avec un filtre en se disant bon. C'est en forme de divertissement. Voilà, c'est souvent ce que me disaient les ados. Je regarde, c'est nul, mais j'adore quoi. Ouais. Et c'est vrai que si on fait je repense, moi j'avais ma mère qui regardait un truc, maman, les feux de l'amour, ou je sais plus comment ça s'appelle, un truc débile quoi. Mais ça existait. On sait que c'est idiot, mais on consomme quand même. Et puis la pauvre, c'était même pas ça qu'elle regardait, je sais plus, mais un truc aussi nul. Et du coup, je comprenais pas pourquoi elle regardait ça. Mais en fait, je pense que c'est un peu par le même principe. On débranche un peu, on regarde quelque chose qui. Oui, c'est ça. Les horaires de télé-réalité, c'est 17h, 18h, donc juste après les cours. Ils ont bien fait ça. C'est pas innocent. C'est ça. C'est vraiment pour décompresser. Mais ça s'entend, moi je trouve que c'est pas... Ils l'assument par contre. Nadine, les leaders d'opinion, on va dire historiques, vous, ça vous parle encore? C'est pas une attaque. Je sais pas pourquoi j'ai cette question. Moi aussi, ça peut me parler. Oui, bon, effectivement, moi j'ai lu toute la panoplie des Zola, effectivement. Alors, effectivement, parce que ça faisait partie du système scolaire, du programme scolaire, mais pas que. On pouvait, à une certaine génération, y trouver une inspiration, y trouver même des orientations professionnelles, etc. Voilà, ça donnait envie de défendre le droit des uns et des autres.
Voilà. Bon, après, aujourd'hui, je pense que le combat est mené. Elles l'ont très bien décrit par des associations auxquelles elles adhèrent, par des projets qui leur tiennent à cœur. C'est plus forcément par le biais de Zola qui inspire. Le principal, c'est que les choses soient faites, et que les jeunes s'investissent dans des projets. Qu'ils se construisent leur propre culture, finalement. Bien évidemment. Voilà, il n'y a pas une façon de faire. Et heureusement, il faut aussi évoluer avec son temps et avec ses références. Et beaucoup de jeunes qui lisent des mangas. Enfin les mangas, c'est plutôt les dessins, mais en tous les cas, toutes ces cultures japonaises les attirent énormément. Et quand moi j'interviens dans des établissements scolaires et que je pose la question justement de la culture, de l'intérêt, la culture japonaise ressort, mais systématiquement. C'est une ouverture au monde. C'est une ouverture au monde, une façon de penser. Enfin voilà, vous avez parlé d'ouverture toutes les deux, et c'est effectivement le cas. Donc, peu importe, l'important c'est de s'ouvrir, de s'émerveiller, de s'intéresser. Heureusement que les choses évoluent. Et puis je pense que c'est le principe même de l'adolescence. Voilà, c'est le fait de se créer ses propres valeurs, c'est de se séparer de ce qu'on a connu. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait du coup de l'engagement politique, ou de l'engagement associatif. Finalement, le parent, il est dans la responsabilité de pouvoir sensibiliser, égayer l'intérêt. Et il faut que le parent accepte à un moment donné que l'ado il fasse un énorme bras d'honneur à tout ça, en disant non, ça ne m'intéresse pas, là ce que moi je considère comme important. Et là, c'est là que c'est difficile, parce qu'on ne se retrouve plus dans nos enfants, mais c'est ultra important que le gamin puisse aussi aller explorer d'autres choses, que ce soit à travers les réseaux sociaux, à travers tout ça. Donc c'est pour ça que moi je suis plutôt bon espoir pour notre génération, parce que je pense qu'on a laissé, les parents ont bien compris ce principe, et qu'il y a une liberté de laisser aux adolescents par rapport à tout ça qui est ultra intéressante, quoi. Et qui sait, peut-être que Zola, c'était la télé-réalité de l'époque, on ne sait pas. Hein. Après, qui peut être un bien en plus, mais c'est pas donné à tout le monde, je le sais, c'est que même si on parle beaucoup après, dans l'adolescence, quand on est dans l'enfance, que nos parents, si on est né s'ils sont capables de nous offrir ça, c'est aussi bien, parce que les sorties, c'est à part, c'est pas les réseaux sociaux ni les mangas là que j'aborde, mais c'est l'accès au divertissement, d'aller au théâtre, d'aller voir un spectacle, d'aller au musée. La culture. C'est une autre culture, et que tout le monde n'a pas accès, j'en suis consciente, mais c'est un bien fou aussi pour un enfant, et même plus tard, ça se trouve, il est encore attiré par ça. Il n'y a pas que la culture dans l'adolescence, je pense, qui forme la personne, c'est aussi d'avoir eu l'accès plutôt à d'autres... Oui, et les activités. Le système éducatif l'a bien compris, parce qu'il y a énormément de projets qui utilisent la culture comme support pour ouvrir l'esprit des enfants, des adolescents, etc. Donc, je sais qu'on mène plein de projets en lien avec les établissements scolaires, justement pour permettre aux adolescents et aux plus jeunes, pour mes collègues qui travaillent avec les plus jeunes, leur permettre d'avoir cet accès à la culture, quoi. Donc, quand c'est pas permis par le milieu familial, l'école, bien souvent, ou le monde associatif tend vers cette voie-là, quoi. Et la culture, c'est vaste, c'est large et c'est transversal, et ça peut être beaucoup de choses et différentes choses en même temps. Tout à fait. Pour parler justement, rester sur cette thématique des pratiques culturelles, alors auprès des jeunes, est-ce que tout se dématérialise ? Il y a encore la place pour la vraie musique, entre guillemets, enfin la musique pratiquée, on va dire, avec des instruments, même si aujourd'hui un ordinateur, les platines, ce sont des instruments. Pour la peinture, pour l'écriture, voilà, est-ce que, on va le dire, les pratiques plus matérielles, plus anciennes, je ne sais pas si c'est le bon terme, ont toujours de la place. Comment ? Plus traditionnelles, merci. Nous ici, par exemple, on fait les deux. À Contre-Courant MJC, on a l'école des musiques avec instruments, et on propose aussi des ateliers de musique numérique. Voilà, donc chacun peut s'y retrouver, et les deux fonctionnent très bien. Il y a du public pour toutes les formes de culture. Et l'intérêt, c'est pas l'outil en tant que tel, c'est ce qu'on en fait, et c'est le fait de s'en servir déjà dans l'absolu, Quentin. Moi, c'est une question qui ça m'interroge, parce que c'est vrai que par rapport aux adolescents que je croise à travers mes fonctions à la maison des adolescents, j'ai l'impression que c'est plus une culture un peu passive, c'est-à-dire qu'on va écouter de la musique ou regarder des séries plus pour se détendre, ou pour aussi s'occuper, parce que ça fait partie de nos activités. J'ai de moins en moins de personnes, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est peut-être un phénomène actuel, mais de moins en moins de personnes qui pratiquent les instruments. C'est vrai que c'est rare que je tombe même sur des gens qui font la guitare, qui est assez populaire, ou même si on part sur des trucs, il y a des prétendants rappeurs par contre, pas mal, qui se lancent un peu dans le truc.
Je trouve ça intéressant parce que justement, ça ouvre sur d'autres... Mais c'est vrai que je trouve que ça baisse un peu en... On doit s'en inquiéter? Bon, je pense pas. Enfin, après, mon positionnement, c'est que je fais confiance. Donc, je sais que quelque part, après, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses qui les intéressent. Mais après, est-ce que c'est inquiétant? Je sais. Vous pratiquez la musique, vous peignez, moi, personnellement, je dessine beaucoup et je peins beaucoup. Ah, par contre, les dessins, ouais. Ça, j'en ai beaucoup des dessinateurs. Les instruments, j'en ai fait quand j'étais petite, mais j'ai pas poursuivi. J'ai eu du mal à faire ma phrase. Mais par contre, ça m'intéresse beaucoup quand même les instruments et je me demande pas, peut-être, pourquoi pas, et réessayer plus tard. Ouais. Parce que je fais déjà beaucoup de choses et il faut prendre le temps quand même. Ça, c'est pour apprendre un instrument, ça prend du temps, il faut apprendre le solfège, il faut faire des cours. Après, on peut y arriver par soi-même, mais c'est un peu... Il faut s'investir. C'est différent. Ouais. C'est une autre pratique. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça qui manque, c'est le temps. C'est les réseaux sociaux, même si effectivement ça nous ouvre, ça donne de l'ouverture, ça nous permet de créer un réseau social et un réseau, ça nous prend une grande partie de notre temps. Et c'est pas volontaire de notre part. Au contraire, moi j'aimerais tellement apprendre le piano au lieu de passer des heures sur Instagram ou sur TikTok. C'est une volonté des grands patrons, des GAFAM qui ont voulu prendre le maximum de notre temps. De vous happer comme ça ? Exactement, faire le maximum d'argent sur notre dos. Mais et du coup, je pense qu'avec en plus la pression scolaire qu'il y a sur nous et le temps qui nous manque par les réseaux sociaux, c'est une pratique on est un peu désintéressé de ça et c'est pas notre priorité numéro 1. Et puis on nous laisse pas vraiment la place à la créativité au lycée. Sur le plan écriture, sur certaines activités qui sont vraiment organisées, spécifiques par certains intervenants du lycée comme cette situation, et on leur remercie vraiment de ça parce que ça nous permet d'ouvrir une autre porte sur le monde professionnel et même sur la culture en général. Mais à titre personnel et dans notre vie quotidienne, c'est pas quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qui se perd, ouais. Trop de pratiques des réseaux sociaux qui prennent du temps. Enfin, moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en off. Je suis impressionné par la capacité, par le temps, l'organisation, l'emploi du temps des ados. Moi, c'est vrai qu'on fait souvent le ratio par rapport à soi. Je me rappelais pas avoir autant de choses, le comparo, pardon. Je me rappelais pas avoir autant de choses de programmer, quoi. Mais c'est vrai que les jeunes sont... Typiquement, les séries Netflix. Souvent, on discute des séries Netflix avec les ados, savoir ce qu'ils regardent et tout. Donc moi, leur dire, j'ai commencé telle série. Je vais les revoir 15 jours plus tard, ils auront déjà enchaîné 3 autres 5 séries. Saisons, moi, j'aurais difficilement regardé la première saison. Et ils ont une capacité à se mettre à disposition de ça et puis à faire ça, pas parce qu'ils ont le temps, mais parce qu'ils souhaitent le faire d'un bloc et que c'est une pratique, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs, la pratique. Binge-watching. Voilà. Du coup, qu'ils le font comme ça, moi je suis impressionné. Puis derrière ça, ils ont fait leur devoir. Parce que c'est vrai que quand j'ai la possibilité de le faire, je le fais aussi. C'est intéressant d'être plongé de A à Z dans une série. C'est peut-être aussi comme un bon roman. Tout à l'heure, on disait c'est difficile de couper. Et en côté de ça, ils ont fait leur devoir. Ils ont réussi à faire les tâches qui étaient à combler dans la maison. Ils ont animé leur réseau parce qu'il fallait donner des nouvelles à un tel et tout. Puis ils ont une page ou alors sur un truc Twitter qu'ils doivent suivre. Bref, à un moment donné, ça... Je comprends pas comment ils font. Il faut que je prenne des notes, moi. Donc ça m'impressionne pas mal. Par défaut, il y a beaucoup moins de personnes qui investissent dans le sportif. Par exemple, quelqu'un qui va aimer le foot ou le handball, il va faire moins d'entraînement. Avant, un handballeur, il faisait 2 entraînements semaine, plus le match. Ça se trouve, le dimanche, il allait voir les grands jouer. Ça, j'en vois moins maintenant, je trouve. C'est-à-dire qu'ils ont donné peut-être priorité à d'autres choses, qui les caractérisent, eux, en tant qu'individus, et moins à travers le collectif. Donc il y a des loisirs qui sont de plus en plus en ligne, et parfois quasi essentiellement, quoi. Et les sportifs que j'accompagne, eux, par contre, ils ont fait le choix, par exemple, il y en a beaucoup qui font le choix de limiter leurs réseaux sociaux pour justement avoir le temps de faire d'autres choses. On a parlé des réseaux sociaux aussi maintenant, de la culture. On va parler un petit peu de l'aspect professionnel. Aujourd'hui, les jeunes générations, c'est pareil, si je schématise, on va dire qu'elles sont peut-être plus en quête d'un emploi qui va leur donner de l'épanouissement et peut-être un peu moins de stabilité, un peu moins de salaire aussi. Est-ce que là aussi, il y a un changement générationnel par rapport à la génération d'avant, ces jeunes qui veulent de la passion, qui veulent de l'émotion dans leur travail? Est-ce que ça correspond à une déconnexion de la réalité? Ou est-ce qu'il faut les encourager dans cette voie? Nadine?
Je vous sens perplexe. Oui, alors il y a certainement des ados qui sont dans cette logique-là. Moi, je ne les rencontre pas forcément. Moi, je rencontre beaucoup d'adolescents ces derniers temps qui sont dans des voies professionnelles, enfin dans des lycées professionnels où il y a déjà beaucoup de stages, où il y a de l'alternance. Et donc, ils ont besoin d'aller vite vers le monde de l'emploi, délaissant la poursuite d'études. Et donc, comme ils sont dans des filières qui recrutent énormément, l'aide à la personne, le bâtiment, le domaine de l'agriculture. Donc, ils ne se posent pas 100 000 questions. Ce n'est pas des jeunes qui apprécient réellement l'école, qui s'y retrouvent pour de vrai, quoi. Et donc, la voie professionnelle, quelle qu'elle soit, j'ai envie de dire, quelles que soient les conditions, les attire. Et du coup, ils ne se posent pas toutes ces questions. Vraiment, est-ce que ça va être un boulot dans lequel je vais m'épanouir? Est-ce que... Non, un jeune... Du concret, de l'immédiateté quasiment. C'est ça. Et ils savent que les conditions de travail sont souvent difficiles dans les métiers qu'ils vont exercer. Mais c'est pour eux une libération, c'est le moyen d'être grand, de pouvoir foncer tout de suite dans la vie active et de pouvoir, selon eux, s'offrir tout ce dont ils ont besoin et tout ce dont ils ont envie. Il y a peut-être aussi une certaine volatilité, entre guillemets. J'imagine que si je vous pose la question, vous ne vous voyez pas, pareil, je caricature, travailler 40 ans, faire toute une carrière dans la même société ou même ne pas travailler dans une société mais être travailleur indépendant. Enfin, je ne sais pas comment vous vous projetez. Léontine. Personnellement, je n'ai pas encore un métier en tête concret ou précis parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être attirantes dans plusieurs métiers. Par exemple, moi, je sais ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'attire pas du tout. Et pour le moment, je suis pas encore en études supérieures, donc je suis plus dans l'optique de découvrir des choses en ce moment et de voyager parce que j'ai de la chance, je peux me le permettre et je sais que tout le monde peut pas se le permettre. Mais après, il y a des choses qui permettent de partir à l'étranger pour pas trop cher sur des années scolaires. Donc l'année prochaine, je pars à l'étranger et je trouve que ça apporte ça nous donne une nouvelle culture, on apprend une nouvelle langue, c'est un atout aussi pour plus tard. Bien sûr. Et dans mon éducation, mon père m'a toujours dit il ne faut pas faire un métier non plus pour faire le métier, parce qu'il rapporte de l'argent, il faut vraiment prendre plaisir. Parce que si on n'a pas de plaisir, il n'y a pas... Il manque quelque chose. Il n'y a pas d'épanouissement. Il n'y a pas d'épanouissement. Donc, il nous a dit, à mes frères et mes sœurs, à ma sœur et mon frère, de plus chercher quelque chose où on s'épanouit et on aime faire les choses. Moi, j'aime bien la culture, j'aime bien apprendre les langues, j'aime bien partir à l'étranger. Et donc, plus chercher des métiers dans ce qui est mes affinités. Parce que je suis moins dans le côté scientifique, alors que ma sœur est très scientifique, mon frère aussi. Et moi, je suis plus littéraire. Donc, c'est plus vraiment chercher quelque chose dans lequel on s'épanouit. Après, il y a aussi une question économique derrière, parce qu'il faut s'adapter à notre environnement, mais c'est vraiment c'est en fonction du moment, je pense. Pauline, il y a aussi la question aussi, qu'on peut se poser, c'est de se dire si on va faire toute sa vie le même genre de métier, dans le même genre d'univers, c'est-à-dire qu'il y a des changements d'orientation professionnelle qui peuvent se faire dans le cours d'une carrière. Est-ce que c'est aussi quelque chose à votre âge, vous qui êtes donc en première, c'est ça, que vous intégrez, que vous dites, peut-être que, je ne sais pas, à 30 ans ou 35 ans, j'aurais envie de faire autre chose, d'une autre façon. Est-ce que ça, c'est quelque chose de générationnel, vous pensez ? Alors, générationnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais que pour ma part, je ne me vois pas du tout faire carrière et monter les échelons comme ça dans une même entreprise toute ma vie. Ça, c'est sûr. Je pense qu'on est conscient, même si on entend beaucoup parler dans les médias, des discours très anxiogènes sur le chômage et ce genre de choses. Mais à part ça, on est quand même ouvert à toutes sortes de travail. Et personnellement, je me fais pas beaucoup je suis pas très anxieuse sur le futur et je sais que tant que j'aurai la volonté, il y aura aucun problème pour trouver un travail plus tard et pour me réorienter s'il faut. J'ai envie de vous poser peut-être une dernière question, peut-être qu'on pourrait se quitter là-dessus. Est-ce qu'au fond, nos générations ne se font pas
plus de soucis que la génération des ados ou des jeunes en 2022? Et si tel est le cas, est-ce qu'on ne fait pas une erreur de diagnostic? Vaste question. Là, on voit 2 jeunes filles qui ont une belle confiance en elles. Ouais. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Et effectivement, ce qui est important, c'est de pouvoir trouver sa place dans la société, être à la bonne place, la place qui nous correspond, la faire évoluer. Quand on a confiance en soi, quand on est certain de ses compétences, ça ne fait pas peur du tout de quitter une entreprise, d'aller dans une autre, de quitter un pays pour aller vers un autre. Voilà, donc ça c'est vraiment le signe d'une bonne estime de soi, d'une bonne confiance de soi. Et dans nos métiers, en tous les cas dans le mien, c'est de travailler sur ce bien-être, sur cette confiance en soi, pour que chaque jeune puisse tenir demain ce discours-là. Et forcément, quand on est face à ce type de jeunes, en tant qu'adulte, on n'a pas forcément beaucoup d'inquiétudes. C'est quand on a des jeunes qui ont pas la chance d'avoir cette confiance en eux, parce qu'il y a eu plein d'aléas dans leur vie, où on est amené à pas forcément s'inquiéter pour eux, mais en tous les cas, les amener vers ce résultat-là, quoi. Donc... Quentin ? Je pense que c'est pas une erreur de diagnostic, c'est simplement qu'on est passé du côté des parents et que donc on a fait un peu une croix sur certains de nos idéaux par un aspect pragmatique et que du coup, comme on est du côté des parents, un parent par essence est angoissé et anxieux parce que anxieux de se dire mince, est-ce que je vais suffisamment être dans l'exemplarité pour les enfants qui suivent ? Est-ce que je vais être suffisamment riche pour eux et leur apporter tout ce qu'ils ont besoin ? Donc je pense que c'est plutôt dans la continuité des choses de se dire que nous, les adultes actifs, on va dire, on est inquiets pour les jeunes générations et je pense que les générations suivantes le seront aussi pour la suite. Mais leur manière d'envisager l'avenir professionnel, encore une fois, par rapport à ça, est-ce que c'est un marqueur vraiment d'un changement générationnel ? Je pense que la valeur travail, elle est peut-être moindre qu'avant, c'est-à-dire qu'il y avait cette nécessité de créer de la valeur, de travailler, d'être autonome par rapport à ça. Alors j'espère que je me trompe pas quand je dis que j'ai la sensation qu'il y a quand même, on parlait des gamins qui avaient des fissures, des froissés un peu par la vie, je trouve qu'il y en a quand même de moins en moins, même s'il existe encore. Maintenant il y a de plus en plus de gamins qui ont la possibilité aussi d'aller au bout de leurs envies, d'aller voyager, d'aller explorer des milieux. Ça peut passer aussi par les engagements, je pense au compagnonnage par exemple, de partir en Tour de France à l'âge de 16 ans pour aller explorer les compétences. Il y a plein de choses de proposer. Maintenant, à nous, en tant qu'adultes, aussi de pouvoir les orienter, puis d'être en capacité aussi de les repérer, ceux qui ont pas cette difficulté-là, pour les emmener vers les bonnes structures, et puis à travers des choses comme la mission locale, le dossier, des choses comme ça qui proposent ce genre d'exploration. Je pense que c'est important pour les gamins d'explorer et d'aller au bout des choses. On arrive au terme de ce deuxième grand état des lieux. Et c'était très intéressant, très enrichissant. Merci à toutes les deux. Voilà, c'était la première fois qu'on accueillait des ados et c'était un vrai plaisir et c'était très enrichissant. Merci pour votre regard et merci pour vos analyses. Merci à toi. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain numéro de Parents tout va bien.